Vous l'avez vu avant de cliquer sur cet épisode, Mélanie Josquin va nous parler de notre enfant intérieur. Si, après l'écoute de notre échange, vous souhaitez aller plus loin, j'ai une très bonne nouvelle. Nous organisons un atelier avec Mélanie le jeudi 7 avril à 20h30 sur Zoom pour justement nous reconnecter à notre enfant intérieur et en prendre soin. Et oui, la parentalité bienveillante s'applique aussi à nous-mêmes. Au cours de cette soirée, Mélanie nous accompagnera à travers des exercices très pratiques, très accessibles et une méditation pour que nous vivions cette belle rencontre. Pour vous inscrire, c'est très simple. Rendez-vous dès maintenant dans les notes de cet épisode ou sur mes réseaux sociaux en cherchant La Petite Voix le podcast sur Instagram et sur Facebook. Bonne écoute! En fait, on va dire que les personnes qui m'ont un peu dissuadée, notamment les personnes de la fac, je les remercie grandement parce qu'il y avait des étudiants qui disaient mais tu n'y arriveras jamais avec 2 enfants, etc. Et moi, ça me donnait un coup de pied aux fesses à chaque fois. À chaque fois qu'on me dit non mais c'est pas possible, je disais allez vas-y, tu vas y arriver, tu peux le faire. La petite voix, la petite voix, la petite voix, la petite voix. Bonjour, je suis Herveline et j'ai le plaisir de vous présenter La Petite Voix, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui nous font du bien. Ils sont psy, sophrologues, magnétiseurs ou autres et se consacrent à notre bien-être et à notre développement personnel. Que vous soyez sceptique ou convaincu, vous serez sûrement curieux de leurs histoires. Quel chemin ont-ils parcouru pour choisir ce métier dédié aux autres ? En quoi consiste leur pratique et que leur apporte-t-elle ? Voilà les questions que je vais leur poser lors de ces conversations intimes, sans blabla. Des conversations qui vont nous éclairer, nous inspirer. Si vous aimez ce podcast, dites-le moi avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Ça aide vraiment à le faire découvrir à d'autres personnes. Retrouvez-moi aussi sur Facebook, Instagram et YouTube en cherchant simplement La Petite Voix le podcast. Alors, prêt à écouter La Petite Voix pour entendre la vôtre ? La Petite Voix le podcast, c'est parti! Vous rappelez-vous de vos rêves d'enfant ? Qu'est-ce qui vous habitait ? Qu'est-ce qui vous animait lorsque vous aviez 5, 7 ou 10 ans ? Et aujourd'hui, arrivez-vous encore à vous connecter à l'enfant que vous étiez ? Mon invitée Mélanie Josquin est psychologue clinicienne et elle nous emmène à la rencontre de notre enfant intérieur. Parce que oui, que vous le vouliez ou non, il est là, en vous, passager clandestin ou témoin complice de l'adulte que vous êtes devenu. Pour avoir travaillé en thérapie sur le sujet, c'est absolument passionnant. Et en vous le décrivant, je vois d'ailleurs ma petite fille intérieure piaffer de joie et vous conseiller l'écoute de cet épisode. Bienvenue donc sur les conseils de ma petite moi dans un épisode éclairant et plein de tendresse. Avec Mélanie, nous allons parler de son premier métier de professeur d'anglais, de ses propres rêves d'enfant qu'elle avait mis sous cloche, d'une reconversion qui a embarqué toute sa famille et de la joie profonde que l'on peut avoir à retrouver notre âme d'enfant. Bonjour Mélanie et bienvenue dans La Petite Voix. Bonjour Herveline, ravie de te retrouver ici aujourd'hui. Écoute, c'est moi qui suis très contente de te recevoir. Alors, est-ce que tu peux commencer par te présenter en quelques mots, s'il te plaît ? Bien sûr. Je m'appelle Mélanie Josquin, j'habite en Normandie et j'exerce dans une petite ville donc près de Pont-Audemer dans l'Eure et j'exerce en tant que psychologue clinicienne psychothérapeute depuis maintenant 16 ans. Avec une spécialité dont on va parler aujourd'hui qui est l'enfant intérieur. Avant de commencer Mélanie, justement, moi j'aimerais bien te poser une question toute simple. Comment va ta petite fille intérieure aujourd'hui ? Eh bien écoute, elle va plutôt bien. Je pense vraiment que je la prends par la main tous les jours et que je ne la quitte plus. Mais ça fait pas si longtemps que ça. Et oui, j'imagine qu'avant de proposer ce travail d'accompagnement, tu as toi-même fait tout ce travail-là pour la découvrir et faire connaissance et l'accompagner comme tu le fais maintenant. Exactement. Et ce sont de belles retrouvailles qui me permettent d'en parler et d'accompagner les personnes qui souhaitent être accompagnées dans cette thématique. Tu n'as pas toujours été psychologue, puisque ton premier job, tu étais prof d'anglais, si je dis pas de bêtises. Exactement. C'est un autre pan de ma vie
Si c'était à refaire, je ferais la même chose. Je commencerais vraiment par ce métier qui m'a permis de me rendre compte que j'étais pas à ma place, mais je crois qu'il fallait que je vive des choses pour bien le ressentir au fond de moi, et qui m'a aussi permis de m'aguerrir parce que quelque part, même si l'idée d'être psychologue ou soignante m'avait traversée dès le lycée, je crois que je n'aurais peut-être pas eu assez d'armes pour être psychologue à 22 ans, même si il y a des personnes qui le font, et je suis très admirative. Tu dis qu'en fait, déjà au lycée, tu étais attirée par ce métier ou ce monde de la psychologie. Qu'est-ce qui t'a empêché, même si maintenant avec du recul, tu as des raisons un peu rationnelles, mais qu'est-ce qui, à l'époque, pour cette jeune fille que tu étais, qu'est-ce qui a fait que tu n'y es pas allée si tu sentais une certaine appétence? Ah ben, je n'ai pas écouté ma petite voix, justement. Et je n'ai pas écouté mon enfant intérieur qui me disait déjà que j'écoutais peut-être un peu trop les adultes, que je me faisais pas confiance, et qu'on me présentait des objectifs très rationnels, comme il y aura pas de débouché, c'est un métier difficile, il va falloir être capable de supporter, enfin tout ce qu'on peut avancer pour dissuader une personne qui veut déjà partir dans la voie de la relation à l'autre et de l'accompagnement d'autrui. Donc voilà. Et quelque part, si je peux me permettre cette petite digression, quand j'étais enfant et adolescente, j'étais déjà beaucoup dans l'écoute. J'avais aussi rencontré une conseillère d'orientation psychologue, hein, ça c'était en classe Ah! de troisième, parce que je me posais des questions sur mon avenir, et à l'issue de cette rencontre, elle m'avait dit que soit je pouvais être assistante sociale ou travailler dans le soin, ou bien être dans le tourisme, puisque un de mes autres domaines de prédilection étant les langues à l'école, ce qui a aussi induit après ma fac d'anglais et mon professorat. Mais en tout cas, elle avait vu juste cette personne. Excuse-moi, avant d'en venir là, je voulais juste qu'on s'arrête 2 secondes sur ce que l'on te disait. Tu me dis, par rapport au métier de psychologue, on me disait que, il y avait pas de débouché et cetera. Qui est le «on»? Les parents, bien sûr. Les parents qui avaient besoin de se rassurer sur le fait que leur fille puisse avoir un emploi plutôt sécure. La question qui me vient, donc évidemment, tes parents, eux, ils voulaient être sûrs, que tu aies un avenir stable et rassurant financièrement. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, là, c'est peut-être une projection de ma part, mais des peurs par rapport au fait des peurs, peut-être pas dites et inconscientes de voir leur fille aller sur ce terrain de la psychologie et peut-être, je sais pas, d'aller gratter des choses, qui pourraient être un peu désagréables pour eux? Oh bah clairement. Alors Ah! je vais pas rentrer dans les détails. Non, bien sûr, Là n'est ouais, pas mon propos, mais bien sûr. Et plus le temps passe, et plus je me rends compte que mon métier m'éloigne de ma famille. d'accord. C'est un métier qui fait peur, effectivement, parce que du coup, tout le monde n'est pas prêt à entendre ce que tu as envie de dire. Et avec la famille, on a moins de filtres. La famille, les amis aussi, hein. Et ça me rattrape, et je me rends compte qu'il faudrait vraiment que j'apprenne à me taire. C'est ce que j'apprends là dans ma tranche de vie, à parfois me taire et à me dire, après tout, c'est pas à moi de dire les choses. Revenons-en à cette tranche de vie. Donc, on a compris ce qui motivait cette jeune fille que tu étais à mettre un peu de côté cette appétence pour la psychologie. Presque, tu choisis un peu par défaut de devenir prof d'anglais. Comment ça va se passer? Parce que je crois que tu restes quand même prof pendant une dizaine d'années. C'est ça, oui. Comment ça se passe? Disons que la graine que j'ai plantée au fond de moi grandit, et qu'au fil des rentrées scolaires, je me rends compte que je préfère écouter les élèves Ah. que de leur dispenser un enseignement, et surtout de les évaluer. Et en filigrane de ça, il y a aussi le système Hmm. d'éducation nationale qui ne me correspond absolument pas. J'ai vraiment adoré ce métier. Je pense que je l'ai incarné de mon mieux. Mais à chaque rentrée scolaire en septembre, je me disais, je suis repartie pour une année, je suis pas sûre que ça soit vraiment ce que je veux faire au fond de moi. Et je me suis regardée en fait, et je me suis dit, bah en fait, je pense que tu vas t'ennuyer, et qu'est-ce que tu fais là? Je sentais vraiment cette espèce de clivage en moi où je faisais quelque chose,
du mieux que je pouvais, avec la foi que j'y mettais quand même. Parce que pour la petite histoire, j'ai eu une stagiaire à un moment et j'avais déjà repris mon cursus de psycho et je lui ai pas dit. Et elle m'a envoyé un mail, ça s'est très bien passé ce stage. Je devais être en master 1 de psycho. Et elle me dit, mais je te remercie, tu donnes tellement la foi, on voit que tu fais ton métier avec passion, que tu es vraiment faite pour ça. Et ça m'avait interpellée en me disant, mais soit je suis une parfaite menteuse, ou finalement, non, ça m'a rassurée de me dire, bah, c'est vrai que personne ne sait, très peu le savaient, hein, j'ai appris mes études et ça veut dire. Et puis j'avais peur aussi. Je m'étais dit, c'est aussi pour ça que je l'avais partagé qu'à 2 ou 3 collègues très proches. Si je rate, je préfère pas le dire parce que ça va être dur après. Les gens, je me protégeais, les gens vont me dire bon bah t'as pas réussi, mince, et je vais rester prof. Alors, on voit bien, effectivement, tu te posais des questions sur vraiment, est-ce que ça te faisait vibrer? Est-ce que je suis bien alignée? Mais tu te nourrissais quand même des échanges avec les élèves. Il y avait plein de choses qui n'allaient pas, mais ça, il y avait une petite lumière qui s'allumait à l'intérieur quand même. Complètement. Non, c'est exactement ça. Et puis je voulais pas qu'on ait l'impression que je commençais à décortiquer les élèves, que j'allais la ramener, parce que j'avais tendance en conseil de classe à déjà beaucoup considérer l'élève dans sa globalité. Je creusais ce qu'il y avait à creuser pour comprendre comment l'élève apprenait, les conditions d'apprentissage qu'il avait, s'il y avait des événements qui perturbaient sa concentration, son sommeil. Enfin, je m'intéressais déjà vraiment à beaucoup de choses. Donc, tu étais déjà thérapeute avant l'heure, en fait, sans le savoir? C'est peut-être ma mission de vie, va savoir. Bon, de toute façon, quand j'ai dit aux élèves que je partais, et bien longtemps après, quand on me croisait dans Pont-de-Mer, où il y en a qui me disaient, mais vous faites quoi, madame? Et quand je le disais, on me disait, ah ben non, mais en fait, c'est normal. Enfin, ça les a pas étonnés, en fait. Donc, c'est rigolo. Tu nous parles du coup du moment où ça y est, tu as déjà commencé à basculer, mais à quel moment, là, tu te dis, ça y est, ça fait trop longtemps que je me pose des questions, maintenant, je décide de me reconvertir? Ça avait déjà germé encore plus profondément en moi quand j'avais été enceinte de ma deuxième fille, parce que j'avais du temps. Et j'avais appelé le rectorat pour poser la question si j'avais une validation. Et on m'avait dit, bah non, même avec un CAPES d'anglais, vous retournez à 0. Et je reprends de mon congé maternité donc en septembre. Et je me rends compte que dans cette classe et dans les autres classes, j'ai énormément d'enfants en difficulté. Mais des problèmes, quoi, des problèmes psychologiques, sociaux, culturels, enfin voilà. Et en fait, là, j'ai un électrochoc et je me dis, non, mais je vais encore passer l'année à faire l'assistante sociale, la psychologue, l'infirmière, la maman, la grande sœur. Ça va être lourd, quoi. Enfin, voilà. Et puis, bah, je reprends mon téléphone. Je rappelle la fac, je sais pas, peut-être 15 jours après. Et là, je tombe sur un autre interlocuteur qui me dit, bah, écoutez, c'est étonnant que vous appeliez maintenant parce qu'on est en train de faire des dossiers de validation des expériences professionnelles, etc. C'est en ce moment, faut que vous vous dépêchiez, mais il est possible que vous arriviez. À l'époque, c'était en deuxième année de DUG ou en licence, donc ce qui correspond maintenant à la L2 ou la L3. Oui, ok. Donc, je fais le dossier et 3 jours avant les vacances de la Toussaint, je reçois que je suis admise en L3 directement. Alors, il y avait, pour la petite histoire, un peu de blanco sur L3. Et j'en ai déduit qu'ils avaient peut-être d'abord mis L2 et qu'ils avaient changé d'avis, en fait. Et là, je réalise, je me dis, il faut que je m'inscrive en fac de psycho. Et je regarde et je vois que les cours ont commencé, bien sûr, et qu'il y a des cours pendant toutes les vacances de la Toussaint. Donc, j'ai passé mes vacances de la Toussaint, non pas à me reposer, mais à mettre les pieds dans ce qui s'avère être comme une révélation. Et pourtant, il me manquait énormément de connaissances. Ça a été quand même pas facile, hein, parce qu'il a fallu que je travaille doublement, que je prenne quelques cours particuliers, notamment en neurosciences. J'ai pas fait du tout un cursus scientifique. Oui, parce que du coup, donc tu as mené de front. C'est finalement quasiment du jour au lendemain. Ce rêve un peu secret que tu avais, ben, finalement, il faut que tout de suite tu t'y mettes, quoi, comme tu dis, 3 jours avant les vacances de la Toussaint. Et en fait, tu te retrouves propulsé dans cette réalité-là. Une semaine avant, il en était quasiment pas question. Enfin, en tout cas, c'était quelque chose d'un peu lointain. Donc, il y a ça qui va évidemment te demander beaucoup d'énergie. Tu es toujours prof et tu nous le dis, tu es maman. Et si je dis pas de bêtises, tes filles, elles sont très jeunes à l'époque. Oui, la deuxième, l'aînée a 5 ans, la deuxième a 1 an. Alors après, c'est possible.
Ça demande des sacrifices, évidemment. J'ai appris à travailler en mode tout-terrain, c'est-à-dire avec mes filles qui jouaient dans la pièce, Bah avec ouais. la télé le soir. Mon mari regardait le journal et je voulais pas m'isoler tout le temps. Et puis j'ai eu du relais, bien sûr. Enfin, je pense que sans une nounou précieuse que je remercie encore infiniment et mon mari qui a toujours cru en moi et qui m'a permis de le faire, je crois que je sais pas si j'aurais réussi aussi vite puisque Ouais. j'ai eu la chance. Enfin, je me suis donné les moyens, mais je pense qu'il y a quand même dans la vie un facteur chance sur les sujets d'examen sur lesquels on tombe, etc. C'est intéressant. Ton mari, lui, t'a toujours soutenu. Oui, Il savait quand tu étais enseignante que tu te sentais pas trop à ta place et que tu étais attirée par ça? mais il n'était pas prêt au début. Parce que Ah, lui, il est issu d'une famille d'enseignants. Et du coup, pour lui, c'était confortable. On avait tous les deux des vacances scolaires, des horaires quand même assez confortables. Et puis, la sécurité de l'emploi, enfin, fonctionnaire, etc. Enfin, c'est le sésame pour beaucoup de choses, pour un prêt bancaire. Enfin, voilà. Donc, forcément, ça l'a bousculé. Et c'est là que je voulais en venir. C'est que si je l'ai pas trop dit aussi, et je l'ai pas dit à ma famille dans un premier temps, je voulais pas qu'on me coupe les ailes parce qu'elles étaient en train de se déployer. Et je sais qu'après, on m'a dit, bah, si tu me l'avais dit, on t'aurait dit que tu n'y arriverais jamais. Mais en fait, en régime salarié, c'est possible puisqu'on vous demande, enfin, j'étais présente qu'une après-midi par semaine en cours en L3. Après, en Master 1, j'ai pris un mi-temps. Donc, ça suppose des sacrifices financiers aussi. Et en dernière année, j'ai dû poser un sans-solde d'une disponibilité. C'est zéro patate qui rentre, hein, voilà. On se serre la ceinture pendant une année, mais ça vaut le coup. Puis il fallait que je retrouve du travail derrière. Hein. Enfin, c'est mon mari m'avait dit, je te préviens, tu trouves pas de boulot en tant que psy, tu reposes, tu es dans un poste à la rentrée. J'avais perdu mon poste aussi, hein, voilà. Je perdais mon poste, quoi. il y a un autre sacrifice dont on n'a pas encore parlé, mais tu étais jeune maman. Et évidemment, toutes ces heures que tu as passées à étudier, c'était des heures que tu passais pas avec elle. Et on sait combien ça peut être culpabilisant quand on est maman, surtout de jeunes enfants. Oui, alors la voix de culpabilité, elle a résonné très très longtemps en moi, puis je l'ai fait taire en fait, parce que de toute manière, elles ont, je pense, elles n'ont pas la parole aujourd'hui, mais une maman pleinement épanouie dans son travail, qui est passionnée par son travail. C'est un métier qui me passionne, que je fais autrement, je fais différemment, j'apprends vraiment à le faire autrement au fil des années. Après, ça a permis au papa de prendre une grande place auprès de ses enfants. Oui, mais c'est intéressant de voir que parfois on peut faire des choix et que c'est OK quand on est une femme de choisir aussi son épanouissement pro. Ça fait du bien de l'entendre. Merci Mélanie, ouais. Je crois qu'une maman épanouie dans son domaine professionnel, c'est une maman qui va être bien à la maison. Eh oui, c'est ça. Bon, en tout cas, donc on voit que tu as réussi à relever ce défi qui était pourtant un très grand défi, mais tu l'as relevé haut la main et tu as pu avancer dans tes études. Donc elles ont duré combien de temps tes études de psycho? Eh ben 3 ans. 3 ans et en fait, on va dire que les personnes qui m'ont un peu dissuadée, notamment les personnes de la fac, je les remercie grandement parce qu'il y avait des étudiants qui disaient mais tu n'y arriveras jamais avec 2 enfants, etc. Et moi, ça me donnait un coup de pied aux fesses à chaque fois. À chaque fois qu'on me dit non mais c'est pas possible, je disais allez vas-y, tu vas y arriver, tu peux le faire, tu peux le faire. Et donc, tu te retrouves avec ton diplôme. Là, tu quittes l'éducation nationale et tu te lances. Alors, je quitte pas tout de suite, je me mets en dispo. Pendant quelques années, en fait, je posais une dispo au cas où. OK. Ça me rassurait. Et je savais que en démissionnant, je perdais le bénéfice de mon concours, comme si je ne pouvais plus enseigner dans le public. Et ouais, je pense faire un deuil quelque part, Bien sûr. laisser une blouse tranquillement, la mettre dans un tiroir avant de l'acheter. C'était un peu ça. Et j'ai trouvé du travail tout de suite. OK. Alors, qu'est-ce que tu as fait pour te lancer? Alors, comme j'ai toujours besoin de poser les choses pour être sûre de moi et pas mettre en péril la famille, surtout après une année sans solde, Ouais. j'ai commencé à travailler dans une association. Je sais pas, je devais avoir quelque chose comme 30% de temps de travail. Et j'ai monté un cabinet, j'ai ouvert un cabinet de consultation. Et puis bah, j'ai travaillé assez rapidement puisque j'ai vu les médecins traitants de ma ville et ils m'ont fait travailler assez vite. Et je les C'est des bons remercie relais, encore ouais. aujourd'hui. Et ouais, et alors après, en fait, le temps institutionnel a été augmenté. Et je me retrouvais dans une situation que je revis aujourd'hui, c'est curieux, mais bon, voilà, où je me disais, ouais, quand même, t'étais fonctionnaire, t'avais un salaire fixe, t'avais des congés, voilà, et quand t'es en congé, c'est des congés payés. Et là, avec le libéral, bah, tu sais pas où tu vas. J'avais cette petite voix sabotrice qui était là. Et du coup, je suis tombée dans la marmite de je reprends un institutionnel à 80% et Ah, j'arrête mon cabinet. Bon, finalement, bah, aujourd'hui, je suis repartie de l'institution, je suis retournée dans une situation
que tu connais probablement, où on ne sait jamais combien on va gagner, que Oui. quand on est en vacances, on gagne rien. C'est- voilà. Mais quelque part, je crois qu'aujourd'hui, je suis vraiment faite pour être mon propre patron. Ouais, c'est le prix de la liberté, hein. Exactement. Là, ça fait combien de temps maintenant que tu es à ton compte comme psychologue? Ça fait 3 ans. Ah, donc tu as passé, parce que tu me disais, ça fait j'essaye de remonter le fil. Ça fait quoi, 15 ans que tu as eu ton diplôme? Ça va faire 16 ans, ouais. Donc, j'ai été 13 ans en institution. Et là, ça va faire 3 ans que je vole de mes propres ailes. Et du coup, en institution, si je dis pas de bêtises, tu travaillais beaucoup avec les enfants? Tu as continué à être près d'eux, ouais? Ouais, et des enfants en difficulté, des enfants en situation de handicap, avec beaucoup de problèmes scolaires, des problématiques familiales parfois lourdes. Ouais. Voilà, où j'ai appris énormément. Ils m'ont fait travailler sur moi. Ils m'ont amené à me former à la sophrologie, à la thérapie par le conte, à la thérapie par la marionnette. D'accord. Oui, c'est ça. Le switch que tu as fait il y a 3 ans, c'était pas uniquement pour te mettre en libéral. Il y avait aussi cette idée de t'adresser plus à un public d'adultes que d'enfants et d'adolescents, non? Ouais, j'ai senti que j'avais besoin de me nourrir d'autres rencontres patients thérapeutes. Ouais. Je l'ai pas dit, mais j'ai pas de cabinet, je travaille qu'à domicile. Et c'est très compliqué de travailler au domicile avec des enfants tout seuls. Enfin voilà, il y a les parents à côté. Je m'y retrouvais moins et puis j'ai réduit ma patientèle volontairement. J'écoute vraiment ce qui se passe au fond de moi pour rester alignée dans ce que j'ai envie de faire et comment j'ai envie de le faire aussi. Donc tu écoutes ta petite fille intérieure, c'est là où on va en parler justement. Comment tu l'as rencontrée dans tout ce parcours-là? À quel moment tu l'as rencontrée, ta petite fille intérieure? Parce que tu nous disais en tout début d'entretien que tu n'avais pas été connectée à elle dès le début, quoi. Je crois que je l'ai rencontrée en commençant à être thérapeute pour enfants. Ok. Voilà, j'ai compris qu'il y avait des choses qui suscitaient des émotions profondes en moi. Certaines ne m'appartenaient pas et d'autres résonnaient, entraient en résonance. Et je me suis rendu compte qu'elle avait des choses à dire. Ah, Les enfants intérieurs de mes petits patients parlaient à ma petite fille intérieure. Enfin voilà, c'était et que dans le jeu, c'était plus l'adulte qui parlait. Mais je crois qu'on peut toutes et tous le faire quand on joue avec nos enfants. oui. Quand on joue avec nos enfants, souvent, c'est plus du tout l'adulte qui s'exprime. Quand on se laisse vraiment aller, hein, quand on lâche le mental, c'est notre enfant intérieur ou un de nos enfants intérieurs, puisque moi je dis qu'ils sont plusieurs. Pour ceux qui découvriraient peut-être le concept, c'est quoi cet enfant intérieur? J'ai presque envie de dire que c'est la voix du cœur. Alors c'est un concept du psychanalyste Carl Jung. C'est notre moi profond, mais qui est parfois bâillonné ou avec des masques, qui est réprimé. Donc voilà, il faut aller le retrouver pour se reconnecter à soi et se réaliser pleinement dans la vie Oui. ou surtout éviter de surréagir dans certaines situations parce que en fait, quand je dis que je l'avais perdue, ma petite fille intérieure, elle se manifestait parfois. Sauf que je n'avais pas compris que c'était elle. Parce qu'à la fac, on entend, enfin, en tout cas, là où j'ai été formée, on n'entend pas du tout parler de ce concept. On parle pas forcément de Jung et on parle pas du concept de l'enfant intérieur. Donc moi, je l'ai découvert bien plus tard en psychanalyse, parce que évidemment, j'étais supervisée pour mon travail. Et un jour, la psychanalyste a pu utiliser ce mot et je suis allée voir en fait ce que c'était. Et j'ai commencé à réfléchir et à comprendre que dans mes propres réactions à mes enfants surtout, parce avec mes patients, j'avais toujours une réserve. Évidemment, on a une posture professionnelle. Mais avec mes enfants ou mes amis, après, j'ai compris, ou ma famille, mes surréactions, j'ai compris que c'était pas moi en fait. C'était la petite fille blessée, l'adolescente frustrée, voilà, qui s'exprimait à ma place et ça prenait des proportions. Donc tu veux dire que parfois, quand on est débordé par nos émotions, c'est simplement parce que cet enfant intérieur, il a des blessures, des manquements, des peurs qui n'ont pas été soignées quand on était enfant et donc en fait qu'il nous le revendique encore haut et fort. Exactement. Alors pas toujours, il faut vraiment toujours faire des allers-retours. Entre l'adulte et l'enfant. Voilà, et pouvoir se le dire aussi, c'est pas facile, mais pourquoi est-ce que je réagis comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Et parfois, ça va remonter à quelque chose de profond. Ça peut être une croyance, un schéma limitant, voilà, un programme qu'on a vraiment engrammé en soi, ou ce petit enfant qui a jamais pu s'exprimer, jamais être en colère ou jamais exprimer de chagrin, et qui a très très envie d'être très très en colère ou de pleurer
de toutes les larmes de son corps parce que c'est maintenant que ça sort, alors que c'est un truc complètement anodin et on voit pas pourquoi. Enfin, les proches comprennent pas, mais quand l'inconscient ouvre ses portes, on le relie vraiment à l'inconscient, cet enfant intérieur. Donc, Ouais. quand l'inconscient ouvre ses vannes, ça peut être brutal, oui. Donc, est-ce qu'en gros, plus on a été blessé dans l'enfance et moins ces blessures-là ont été prises en compte à l'époque, plus on va devoir traîner cet enfant intérieur. Et c'est mal dit parce que j'imagine qu'il faut aussi avoir beaucoup d'amour et de bienveillance pour cet enfant intérieur, mais du coup, plus il va avoir des choses à nous raconter et plus il va nous rendre l'adulte qu'on est inconfortable. Oui, je crois vraiment. Parfois, je le symbolise comme, je dirais que le corps, l'esprit sont un peu comme un bateau. Et au fond de nous, dans la cale, il y a un passager un peu clandestin. Et quand on sait que c'est l'enfant intérieur, ben, on lui permet de monter, d'abord monter, sortir de la soute, de la cale, on va dire, et puis monter sur le pont, puis peut-être sur le deuxième pont et terminer en voyageant avec lui main dans la main. Donc on comprend en t'écoutant pourquoi c'est important en tant qu'adulte de faire ce travail-là, en fait, sur notre enfant intérieur, d'essayer de s'y reconnecter pour apaiser nos vieilles colères, nos vieilles souffrances. Tout à fait. Ça fait quand même plonger à l'intérieur de soi. Donc, je pense qu'il faut y aller doucement. Il faut avant tout de la bienveillance envers soi. Quand tu dis ça, en fait, la question qui me venait en préparant l'entretien, et j'ai déjà eu quelques éléments de réponse en lisant ton livre qui s'appelle Les 50 exercices pour trouver son enfant intérieur. Donc voilà, on est pleinement dans le thème. En fait, on peut pratiquer avec notre enfant intérieur la parentalité bienveillante qu'on essaye d'appliquer avec nos propres enfants, finalement. Exactement. L'écoute active, hein, dont on parlait tout à l'heure brièvement, c'est très important en fait, effectivement. Et de toute façon, on a eu les parents qu'on a eus, l'enfance qu'on a eue, l'adolescence qu'on a eue. Il y a eu des circonstances, voilà. Chacun a fait de son mieux. Hein, il ne s'agit pas du tout de vouloir refaire l'histoire, mais là j'anticipe peut-être sur la suite, mais pouvoir réécrire une nouvelle page, ça me semble important. Donc en fait, ça veut dire que cet enfant intérieur, ah oui, je pense que c'est important de le dire et je le dis d'autant plus que moi j'ai fait un travail sur mon enfant intérieur et en fait, il y a quelque chose de très vivant. C'est pas un truc figé dans le passé et puis en fait, c'est qu'aller, se reconnecter à des vieux souvenirs. Si je dis pas de bêtises, cet enfant intérieur, il est très, très, très vivant, très, très, très présent à l'instant T. Ah oui, oui, il est tout le temps là en fait. Et puis il est aussi un élément joyeux. C'est ce qui nous permet de danser, de partir dans un fou rire, de nous émerveiller face à un coucher de soleil. Mais on n'en a pas toujours conscience. En fait, c'est ça quand je disais se reconnecter à lui, c'est prendre conscience qu'il est là en nous. Il y a des blessures, mais il y a cette partie infantile de moi qui va faire que je vais m'autoriser à rire comme un enfant, à être pleinement présent, à être dans l'instant présent. Les enfants, ils sont dans l'instant présent. On leur Ouais. annonce quelque chose de dramatique, ils repartent jouer. Ils vont venir après, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas du tout entendu, mais voilà, ils sont là dans l'instant et ils accueillent. Est-ce que tu veux dire aussi que parfois, si notre enfant intérieur a été vraiment blessé et que du coup, inconsciemment, on a voulu mettre un peu cet enfant-là sous cloche, mais du coup, est-ce qu'on va se couper aussi de la joie de cet enfant, de cette spontanéité, du plaisir du moment que tu es en train de nous décrire? Ça peut. Il y a des personnes qui vont vraiment se couper, s'interdire d'avoir des émotions agréables, s'interdire de rire et toujours mettre un masque parce que pour se conformer au moule hein, dont ces personnes sont issues. Après, c'est très très compliqué de changer, de se montrer autrement. Un exemple concret, hein, c'est typiquement un petit garçon à qui, alors il y a d'autres sujets qui peuvent tomber, on va pas être dans les stéréotypes genrés, mais quand même, un petit garçon à qui on a interdit de se déguiser parce que c'est pour les filles et à qui on a dit la première fois il a pleuré, si tu pleures, t'es une vraie gonzesse, mon fils, ça va faire poser un masque où l'enfant intérieur va se réprimer. C'est-à-dire que dès que l'enfant aura une émotion, il va se dire que c'est mal et il va la mettre au fond de lui et il y a des couches comme ça, enfin des couches de ciment qui vont être posées et adulte, il s'autorisera peut-être pas à pleurer en présence de ses enfants, il aura l'impression que c'est mal. Ça peut vraiment nous empêcher d'être libre d'exprimer nos émotions et d'être soi. Réussir à se connecter à ce noyau, quoi, qui on est vraiment. C'est ça, et j'aurais envie de dire, c'est retrouver comme une forme d'unicité, être toutes ces parties de soi. C'est voilà le bébé intérieur, l'enfant intérieur, l'ado intérieur, le jeune adulte intérieur, et là aujourd'hui celle que je suis ou celui que je suis.
C'était comme si toutes ces petites personnes-là pouvaient être en homéostasie, en équilibre et nourrir un dialogue intérieur, en fait. Ok, c'est pour ça que tu nous dis qu'on a plusieurs enfants intérieurs. J'arrive pas à me dire, il y a des thérapeutes qui seront peut-être pas d'accord et c'est ok, hein. J'arrive pas à me dire qu'il est figé à un endroit, dans une tranche de vie avec un âge. Du coup, concrètement, toi, en tant que psychologue, comment tu travailles sur l'enfant intérieur? Est-ce que tu peux nous donner un cas pour qu'on se rende compte de concrètement, un adulte arrive à toi avec telle problématique et puis finalement, tu vas dérouler un fil autour de l'enfant intérieur qui va lui permettre de trouver une solution? Alors, je parle pas forcément du concept, en fait. Je travaille beaucoup avec mes patients sur l'axe émotionnel, sur la couleur émotionnelle. Et après, je leur parle beaucoup, ça va te faire sourire, de leur petite voix. Très bonne idée. Et oui. Et puis, on démêle beaucoup le fil des croyances et de la valeur. Parce que ça permet vraiment et des émotions autour de la peur, hein, parce que derrière les croyances, il y a aussi souvent des peurs. Et aussi, j'aborde la notion clé de l'amour. Est-ce que je suis digne d'amour ou pas? Et pourquoi? Et ça, en fait, ce sont des thématiques qui vont me permettre d'aborder peu à peu l'enfant intérieur, finalement. D'accord. Et puis après, je vais utiliser des séances de sophrologie ou de relaxation et puis maintenant d'hypnose pour replonger l'enfant, le patient en connexion avec cet enfant intérieur. Je travaille beaucoup autour de la parentalité. Donc, j'y arrive pas avec mon enfant ou mon bébé dort plus, je suis épuisée, le burn-out parental, etc. Et en fait, on va déconstruire, on va aborder l'enfant qu'a été cette maman, la façon dont elle a été élevée. Ce qu'elle entend de son propre rôle de maman, je vais lui redonner des clés de confiance, en fait, une autre grille de lecture et l'autoriser à être ce qu'elle a envie d'être. Et elle va voir aussi que ce bébé-là qu'elle a dans les bras réveille son petit bébé intérieur. Oui, c'est ça. Et voilà, et on va travailler ça comme ça. En fait, je dirais que l'enfant intérieur, il est présent dans les consultations, mais il est convoqué parfois clairement où je le verbalise et parfois je ne le verbalise pas mais j'emmène le patient visiter. Tu sais, hein, je me définis comme une éclaireuse de conscience. J'allume des petites torches à l'intérieur du cœur, de l'esprit des patients. S'ils veulent voir le nouveau tableau, ils le regardent. S'ils veulent pas, c'est qu'ils sont pas prêts et ok, on passe à un autre tableau et on avance main dans la main. Je trouve que plus c'est le patient qui fait le travail et plus ça fonctionne. Mais bien sûr, ouais. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Je me repositionne de plus en plus dans mon travail où je me dis, allez, il faut se mettre de plus en plus en retrait. Parce qu'il faut pas donner trop de clés tout de suite. Il faut pas aller trop vite. Il faut pas faire pour les autres, en fait. Exactement. Et laisser les silences, laisser les blancs et attendre que le patient reparte avec son association d'idées, le laisser cheminer, juste lui tendre la main et la lâcher peu à peu. Après, voilà, tu me disais un exemple avec des patients, il y en a beaucoup et je pense que j'ai répondu à ta question en disant que je l'abordais pas comme ça frontalement, mais par contre en atelier, oui, on fait des choses très ludiques, on va faire des choses manuelles, aussi effectivement de la méditation, on va faire un cercle de parole, on va faire une écriture intuitive, des choses comme ça pour le faire revenir et moi la première, tu sais, quand je pars dans des éclats de rire à la maison et que je danse comme une folle, etc., ma fille me dit, mais maman, mais t'es une vraie gamine. Et quand elle me dit ça, je suis trop contente parce que je sais que c'est pas moi, c'est pas la femme de 49 ans qui fait ça, c'est ma petite fille intérieure qui est pleinement présente et que j'incarne et ça fait tellement du bien, quoi. Oui, c'est ça, c'est un compliment quand elle te dit ça, oui, bien oui, sûr. Oui. Alors elle lève les yeux au ciel parce que c'est une ado, une jeune adulte. Mais quand c'est comme ça, moi j'adore. Ben oui, c'est chouette, super. D'ailleurs, je profite de ta parenthèse pour le dire à ceux qui nous écoutent. Hein, tu nous parles des ateliers que tu organises et moi, j'ai la chance de pouvoir, avec toi, proposer un atelier. On a dit que c'était le jeudi 7 avril où justement, on va se reconnecter à notre enfant intérieur grâce à toi et aux exercices que tu vas nous proposer. Oui, avec grand plaisir, vraiment.
Ouais, voilà, le message est passé pour les auditeurs. Soyez là parce que ça va être chouette. Et si vous avez besoin d'infos, c'est dans les notes de l'épisode ou sur les réseaux sociaux. Hop, je ferme la petite parenthèse auto-promo. Pour conclure notre entretien avec les quelques questions rituelles, tu les connais, Mélanie. Oui. Ma première question rituelle, mais tu l'as déjà un peu évoquée au fil de l'entretien. Je voulais savoir si tu écoutes ta petite Ah voix bah oui, oui. intérieure. Et de toute façon, quand je l'écoute pas, la vie me montre que j'aurais dû l'écouter. Et c'est pour tout. C'est pour une route à prendre, pour un truc à acheter, pour une décision à prendre, pour la couleur de ma journée. Il y a des jours où oui, t'aurais mieux fait de rester couché. On est d'accord, il y a des jours comme Ouais, non, ça. je l'écoute et de plus en plus. Vraiment. Et est-ce qu'il y a sur ton chemin un livre qui t'a particulièrement éclairé? Alors, le problème, c'est que j'ai toujours beaucoup lu et que j'aime tellement de livres. C'est difficile pour moi de te répondre, alors je vais te répondre quand même. Parce que Réponds-moi j'ai spontanément. réfléchi. Écoute ta petite voix. Eh ben, il y en a deux, en fait. Il y a L'Alchimiste. Ok. Oh, bah bien sûr, Voilà, ouais. c'est, Paolo voilà, Coelho, ouais. exactement. Et puis il y a Le Petit Prince. Ah, deux grands classiques, Et mais Le Petit Prince, je l'ai relu il y a pas très longtemps parce que j'ai dû travailler dessus pour un éditeur. Et je l'ai relu avec des yeux de mon âge et je l'avais pas lu depuis peut-être 25 ans. ok. Et j'en ai pleuré, quoi. Oh, J'ai pas du tout vu de la même manière et je me suis dit, mais mon Dieu, c'est ça. Alors en fait, pour moi, Le Petit Prince, c'est l'enfant intérieur. Hein. Enfin, il nous montre. ok. C'est D'accord. l'enfant qu'on devrait toujours rester, on va dire. Ouais. La Eh part ben oui. d'enfant en nous. Je me suis dit, mais mon Dieu, c'est incroyable qu'on m'amène à relire ce texte là, maintenant, quoi. C'est encore un Il est un arrivé au joli bon signe de moment. la vie. Merci. Ah, les jolis clins d'œil de la vie, C'est c'est pas ça, mal. ouais. Tu me donnes envie de le redire, du Ah coup. bah écoute. Est-ce que tu as un rituel bien-être quotidien, Mélanie? Ouais, alors j'en ai plusieurs. Je peux en donner deux si tu veux, parce que j'ai du mal à choisir en fait. Je sais pas, si t'en veux qu'un, je donne le premier, tu me dis. Allez, donne-moi les deux. Alors le premier, c'est que tous les matins, je me brosse à sec. Ça peut paraître bizarre, avec une petite brosse ronde, donc en partant du bas du corps jusqu'en haut du corps. Et après, je me mets Ouais. une huile précieuse qui sent super bon, d'une marque que je ne citerai pas, je pense que j'ai pas le droit. Et je me remercie de prendre soin de mon corps et je lui dis que je vais faire de mon mieux aujourd'hui. Et je le fais vraiment, en pleine présence. Et l'autre chose, à part Alors, aujourd'hui... pardon, Oui, excuse-moi, je suis obligée de t'arrêter 2 secondes parce que ça, c'est très Kundalini. Alors, moi qui suis très branchée Kundalini Yoga, ça fait vraiment partie des rituels d'entretien de soi et de son corps, de se brosser comme ça à sec avec de l'huile végétale. Enfin, c'est exactement ça. ok, bah écoute, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire et puis je m'enveloppe dans cette odeur alors quand je peux pas le faire, je suis frustrée parce qu'il y a des matins où faut que je me dépêche et je me dis si c'est pour le faire vite, je le fais pas. Et puis il y a Ok. quelque chose que je fais aussi quasi tous les jours et je sais qu'aujourd'hui je vais pas pouvoir parce que je pars en déplacement tout à l'heure et c'est plus compliqué. Je fais une sieste méditative, c'est-à-dire que je me prends Oui. un quart d'heure après le déjeuner et je prends une méditation guidée. Hein, je suis sur certaines applications, voilà. Et Ouais. je ferme les yeux, je ne dors pas, mais je me connecte à moi, je respire, j'écoute et je m'ancre et voilà. Et ça me fait énormément de bien. J'ai l'impression d'avoir dormi 1 heure et c'est reparti, quoi. Ok. Ouais. Bon, c'est un classique, mais Oui, pas bah pour oui. rien. C'est classique parce que c'est efficace, on est bien d'accord. Et pour terminer, Mélanie, est-ce que tu es heureuse? Bah écoute, le bonheur, c'est quand même quelque chose de très inconstant. Hein, donc, je vais dire oui, mais au jour d'aujourd'hui, je crois que j'ai appris à ancrer et savourer tous les moments où je me sens bien, pleinement bien. Même si c'est tu vois, un truc tout bête, boire un thé tous les jours, pour moi, c'est un grand plaisir. Et ben ça, voilà, je le bois et je me dis, j'ai de la chance de boire ce thé-là, il y a un rayon de soleil, etc. Ou bon, peu importe. Alors quand il y a des gros trucs où c'est super, c'est encore mieux. Et je dirais que ça m'aide vraiment à traverser l'adversité. Parce que je suis comme tout le monde, D'accord. hein, j'ai aussi, je rencontre des soucis parfois. Donc, je vais dire que je me sens heureuse dans la mesure où je me sens à ma place en tant que maman. Sur le plan social, ça va aussi, et professionnellement. Euh, et que je sens que j'atteins de plus en plus mes objectifs de rêve. Mais voilà, je sais que tout est changement tout le temps et qu'il faut vraiment ancrer tout ce qui va bien pour supporter le reste. Voilà. Et pour moi, le bonheur, c'est peut-être ça, c'est se dire qu'il est,
C'est pas une notion figée et que enfin, je suis loin de l'atteindre. On l'atteint jamais complètement, c'est pas possible. Ouais. Mais quand il m'accompagne, je lui dis merci, quoi. Et quand il est plus là, je pense à ce qui m'a fait du bien pour me dire, ça va m'aider à traverser ça. Et du coup, ça fait du bien et ça permet de traverser les moments moins Complètement. sympathiques. Ouais, c'est ça. Ok. Bon. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Mélanie, pour cet entretien. Merci de nous avoir éveillés, éclairés sur et ton parcours et ce qu'est l'enfant intérieur. J'espère que ça donnera à certains l'envie d'aller creuser parce que quand on arrive à s'y reconnecter, c'est formidable et porteur de grande joie. Tu vois, je te le dis avec un grand sourire parce que c'est vraiment ça. Et le sourire est contagieux parce que moi aussi, j'en ai un grand qui vient de se dessiner et je suis super. Vraiment ravie d'avoir été ton invitée. Je te remercie du fond du cœur. Eh ben, merci à toi. Et puis, on se retrouve de toute façon la semaine prochaine. C'est parfait, c'est noté. Merci, Mélanie. Belle journée. Merci. La Petite Voix, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, s'il vous a inspiré, alors dites-le moi avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Ça aide vraiment à faire découvrir La Petite Voix à d'autres personnes. Retrouvez-moi aussi sur Facebook, Instagram et YouTube en cherchant simplement La Petite Voix, le podcast. D'ailleurs, c'est sur ces pages que je vous raconte les coulisses de ma rencontre du jour et que vous trouverez toutes les références de l'épisode. Une dernière chose qui me tient vraiment à cœur, je serais ravie d'échanger avec vous sur vos impressions, de recevoir vos questions et vos suggestions sur les invités que vous aimeriez entendre. Alors, n'hésitez pas à m'écrire. Merci beaucoup et à bientôt sur La Petite Voix.